Bonjour et bienvenue à tous sur ce webinaire autour du thème de la gouvernance responsable de l'information, en particulier de l'information numérique. Euh, Ce webinaire est co-animé par la MAIF, l'Institut du numérique responsable et la société Everteam. Juste avant de vous présenter les intervenants, quelques précisions sur les aspects logistiques. Euh, on est sur une session de webinaire où l'ensemble des intervenants, pour le confort de tous, sont en mute, c'est-à-dire avec le son coupé. Vous aurez la possibilité de pouvoir poser vos questions sur l'encart qui est sur le côté. Il y a des fonctionnalités proposées par l'outil de webinaire qui vous permet de poser des questions. Ces questions seront toutes traitées et prises en charge en fin de webinaire. La parole sera donnée si besoin aux différentes personnes, si d'aventure vous vouliez poser vos questions de vive voix. Vincent, Adrien, vous pouvez passer sur le slide suivant. Sur ce webinaire, nous serons plusieurs intervenants. Le premier, c'est Adrian Chiocan. Je vais le laisser se présenter. Donc, Adrien Chiocan, je travaille à la MAIF. Donc, au sein de la MAIF, je fais partie de l'unité DSI, donc en charge des produits qui tournent autour de la GED, l'archivage électronique et signature électronique également. Donc, toutes les problématiques de dématérialisation et d'archivage électronique. Donc, en l'occurrence, pas mal de sujets autour des données. Donc, voilà un petit peu voilà, mon rôle au sein de la MAIF. Donc, aujourd'hui, je suis là pour partager un petit peu aussi la sensibilisation autour de la démarche RSE et comment on appréhende le sujet de manière un peu plus concrète à travers des outils et de l'écosystème auto-informatique. Merci Adrien. Deuxième intervenant, c'est Vincent Coboulet. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Vincent Courboulet, je suis enseignant-chercheur à La Rochelle Université et cofondateur et directeur scientifique d'une association qui s'appelle l'Institut du numérique responsable et qui œuvre pour une montée en compétences, une promotion, une recherche, des innovations autour d'un numérique plus résilient, plus durable. Merci Vincent. Et puis moi-même, donc Nordi Lamriri, je suis responsable produit chez Everteam, qui est un éditeur de logiciels autour des sujets de la gouvernance de l'information. Notre objectif, c'est finalement de proposer des solutions qui permettent de mieux gérer l'information et finalement d'en avoir une meilleure gestion, une gestion plus saine et plus responsable. Dans le cadre de ce webinaire, pourquoi ces trois interventions? Parce que finalement, il était important de poser le sujet et de partager la vision de ce qui est le numérique responsable. Et Vincent va, dans un premier temps, nous présenter tout ça de manière très éclairante. Ensuite, un éclairage aussi sur la technologie, sur de quelle manière les éditeurs de technologies et de logiciels de gestion du numérique, finalement, implémentent et intègrent des aspects technologiques voire organisationnels pour essayer d'aller vers du numérique responsable. Et enfin, une dernière partie qui sera animée par la MAIF, un cas concret qui à la fois s'inscrit dans les initiatives et dans la charte du numérique responsable proposée par l'INR et qui est aussi un utilisateur historique et de longue date des technologies Everteam, qui pourra finalement faire la synthèse et présenter de manière concrète de quelle manière une société peut conjuguer la technologie et les initiatives de la charte du numérique responsable pour proposer les choses concrètes qu'Adriane vous exposera. Donc je vais laisser la parole à Vincent qui va nous présenter son exposé autour du numérique responsable. Merci d'abord Nourdine de l'invitation, c'est toujours un plaisir. Et puis pour reprendre, pour initier en fait, puisque l'intitulé de la présentation était une gouvernance responsable, la première chose que je me suis demandé, c'est finalement qu'est-ce qu'on gouverne?
Et historiquement, on gouverne des territoires. Alors des territoires, par le passé, on a toujours été sur des territoires bien balisés, géographiques, concrets, réels. Sauf qu'aujourd'hui, de par l'apparition évidemment du numérique et la transition numérique de l'ensemble de nos entreprises, qu'elles soient publiques, privées, on se met finalement à devoir gouverner un monde qui est numérique, qui est virtuel. Donc l'image que vous avez à droite, hein, c'est simplement Internet avec ses nœuds, ses réseaux, ses autoroutes. Et donc on se met aujourd'hui à devoir gouverner un territoire virtuel, mais qui est colonisé par 4,5 milliards d'utilisateurs aujourd'hui, par des dizaines de milliards d'appareils et d'objets connectés. Donc la nécessité d'avoir une gouvernance éclairée et responsable de tous finalement ces acteurs, ces citoyens, ces doubles virtuels, se fait de plus en plus importante. Alors évidemment, si à l'époque tous les chemins menaient à Rome dans le territoire réel qu'on gouvernait, aujourd'hui on voit que les voies de communication sont toujours existantes. Bon, là, cette fois-ci, passent clairement sous les océans. Hein. Ce sont des câbles en fibre optique, mais qui sont les nouvelles voies de circulation de ces mondes numériques. On peut aussi, quand même, malgré le fait qu'on parle de monde numérique, de monde virtuel, on est quand même dans un contexte qui est on ne peut plus réel, concret. Ça passe par ce que vous voyez à droite, des câbles sous-marins en fibre optique qui sont posés par d'immenses bateaux qui aujourd'hui, à la différence d'il y a quelques années, sont aux mains d'entreprises privées. Les GAFAM aujourd'hui sont les principaux poseurs de câbles sous-marins. On n'est plus du tout sur des câbles sous-marins qui étaient posés par des opérateurs nationaux, voire des États. Et puis, pour faire fonctionner tout ça, on a des appareils terminaux, des box, des répartiteurs, et puis des data centers, sans oublier bien évidemment l'ensemble de tous les appareils dont on est entouré. Hein. Il vous suffit simplement de balayer du regard le bureau ou le poste de travail sur lequel vous êtes actuellement en train de suivre ce webinaire pour réaliser qu'entre vos deux écrans, votre téléphone, voire vos téléphones professionnels et personnels, les ordinateurs, etc., on est entouré d'outils qui sont on ne peut plus concrets. La notion de gouvernance implique aussi une notion finalement de pouvoir. Et si jamais justement ces sociétés numériques étaient des gouvernements, où est-ce qu'elles se situeraient? On voit qu'elles se situent finalement au même niveau que beaucoup de pays. Donc évidemment, si les GAFAM entre eux étaient un seul et même pays, ils seraient plus puissants que l'Allemagne, mais on voit quand même qu'individuellement, Apple, Amazon, Microsoft ou Facebook ont, en termes de PIB, en termes de puissance financière, autant de puissance que beaucoup de pays. Donc cette répartition, cette comparaison du PIB en 2017 doit aujourd'hui être complétée par les BATX, donc les Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, Huawei, qui sont les alter-ego des GAFAM pour l'aspect chinois. Donc on voit que le monde et la gouvernance est aussi percuté par l'apparition d'un nouveau monde. Le nouveau monde aujourd'hui, c'est plus les États-Unis, hein, le nouveau monde, c'est la Chine, avec tous ces acteurs qui commencent à émerger. Donc on voit finalement que les vieilles questions de gouvernance se posent de façon à peu près similaire avec la nouvelle économie. Et qu'est-ce qui nous attend demain? Demain, il nous attend pas mal de choses intéressantes aussi avec des conflits, de nouvelles sortes de conflits, à la fois dans l'espace, avec des galaxies de satellites qui sont déployées, avec des conflits entre l'ancien et le nouveau monde. Par exemple, le déploiement de la 5G pourrait nuire à l'exactitude des prédictions météo. Et puis, demain, on ne sait surtout pas ce qui nous attend, parce qu'avec le numérique, on a été habitué à quelque chose d'assez classique qui s'appelle l'effet rebond ou le paradoxe de Jevons, qui finalement
un petit peu complexifie la donne sur les impacts du numérique. Donc ça, c'était pour le côté gouvernance. Donc, si je dois résumer le bilan du numérique, si le numérique était un pays à part entière, on va dire que globalement, il représenterait 2 à 3 fois un pays comme la France en termes d'impact, que ce soit pour une consommation d'énergie primaire, que ce soit pour des émissions de gaz à effet de serre qui sont aussi en augmentation constante, et que ce soit pour la consommation d'électricité qui aujourd'hui dépasse les 5% de l'électricité mondiale, mais qui, dans un certain nombre d'études de prospective, peut éventuellement monter à une dizaine de pourcents. Je donnerai l'exemple de l'Irlande, qui aujourd'hui a tellement de data centers sur son territoire que la consommation d'électricité de ce pays déjà dérape par rapport à la COP21, à la perspective de la COP21. Et puis surtout, à moyen terme, l'opérateur historique d'électricité envisage que un tiers de l'électricité en Irlande sera consommée par les data centers. Donc on voit bien qu'en termes de gouvernance, qu'elle soit purement numérique ou numérique et réelle, on voit que cet acteur est en train de changer la donne de façon assez insidieuse ou discrète. Et pour ça, il faut bien, ce que je disais, réaliser que le numérique a des impacts à tous les étages. Alors, le numérique, évidemment, ne commence pas quand on ouvre la boîte en carton recyclé de son nouvel ordinateur et ne finit pas quand on donne notre ordinateur ou notre smartphone à la DSI en lui disant « vas-y, occupe-toi de sa fin de vie ». Il faut bien avoir en tête, effectivement, que depuis l'extraction des ressources jusqu'à la fin de vie, le numérique a des impacts à la fois environnementaux et sociaux à tous les étages. Il n'empêche, je suis enseignant-chercheur en informatique, donc l'informatique, je la connais depuis des dizaines d'années. Évidemment, le numérique a des avantages. Le numérique, on l'a vu encore plus avec l'étape de confinement, a permis une continuité pédagogique, a permis une continuité du business, a permis à 40% des salariés de continuer à avoir une activité professionnelle, sans compter la modélisation de la pandémie, les calculs, les échanges, la diffusion d'informations, etc. Donc bien évidemment, le numérique a énormément d'aspects positifs et je pense que si vous êtes là autour de vos écrans, c'est que vous vivez avec le numérique, que ce soit en tant qu'expert numérique ou en tant qu'utilisateur éclairé. Mais le numérique, évidemment, fait partie de nos vies et l'idée, c'est pas de dire arrêtons le numérique. Mais c'est juste de dire faisons un numérique plus responsable, plus éclairé, dans lequel on est capable à la fois de regarder les aspects positifs, mais aussi de regarder les aspects négatifs. Et c'est ce que je viens d'évoquer, c'est les impacts environnementaux, les impacts sociaux, les fractures électroniques, le fait qu'un certain nombre de la population est isolée et la Maïf doit regarder avec bienveillance et avec nécessité l'ensemble de ces personnes qui, malgré la transition numérique de cette société, doivent faire avec un quart de citoyens français en situation d'électronisme, c'est-à-dire de non-adaptation à l'outil électronique, que ce soit par le fait qu'ils ne disposent pas des outils, qu'ils ne disposent pas des clés de compréhension ou qu'ils ne disposent pas tout simplement des abonnements et de la bande passante nécessaire. Voilà, vie privée, isolement, RGPD, tout ça, effectivement, la Maïf est au cœur de cet écosystème d'impact du numérique. Donc voilà un petit peu une première partie qui est vraiment le bilan général. Et je voulais faire un focus, puisque on a commencé par parler de gouvernance et j'ai abordé la gouvernance. Et puis, je voulais faire un petit focus sur la notion de données. Qu'est-ce que représentent finalement les données dans tout ça? Parce que les données, on est d'accord, hein, c'est pas à la différence des archives numériques, des archives papier qui représentaient pour certaines des kilomètres de rayonnage. Donc, on va dire, oh là là, mon Dieu, on abat des arbres et en plus, en termes de mètres carrés, ça nous coûte cher. Mais finalement, que représente la donnée? Alors, la donnée, effectivement, en anglais, on parle de data, hein, c'est les informations. La donnée, c'est la description élémentaire d'une réalité. Et ce que je trouvais intéressant, c'est de rappeler finalement l'étymologie de datum, qui est un cadeau et un présent. Donc une donnée, ça se donne.
Et pour nous, à l'Institut du numérique responsable, à l'Université de La Rochelle, et encore plus à la Maïf, qui œuvre beaucoup pour tout ce qui est open data et transparence, c'est peut-être pas inutile de rappeler que l'origine de ce mot, c'est le cadeau. Une donnée, ça se donne. Évidemment, ça vaut, ça a de la valeur. Mais comme tout cadeau, ça doit des fois s'offrir. Donc voilà, ça, la donnée, c'était la brique de base. Et puis, une fois qu'on va lui donner de la signification, une fois qu'on va agréger plusieurs données, ces données vont être une information. Et là encore, si je peux me permettre un rappel sémantique, information, ça vient de mettre en forme. Donc la donnée, c'est la brique de base, l'information, c'est la donnée agrégée et sémantisée. Alors, la donnée aujourd'hui, ça, c'est vraiment quelque chose dont depuis un certain nombre d'années, on a ouvert le robinet à données et on le laisse couler. Intel, par exemple, déclare que chaque voiture autonome va, par jour, demain, voire aujourd'hui, générer plus de 4 téraoctets de données par jour. Alors, je suis d'accord avec vous, ces données ne seront pas forcément toutes ni stockées ni échangées, mais il n'empêche que quand on aura ce qu'on appelle tous de nos voeux des dizaines de milliers de voitures autonomes qui vont finalement faire tomber le modèle de « je possède ma voiture » aux oubliettes de l'histoire pour en faire une économie de la fonctionnalité. Je vais utiliser une voiture, je vais l'appeler et je vais juste m'en servir quand j'ai besoin. Quand il y aura des dizaines de milliers de voitures comme ça qui vont tourner sur les routes, il y aura évidemment des dizaines de téraoctets de données qui vont devoir être échangées pour assurer la cohérence et la gestion du parc. Aujourd'hui, chaque avion qui roule, c'est 1 téraoctet de données par heure, à peu près, de mémoire. Donc, on est vraiment sur des chiffres hallucinants. Donc, voilà, on commence à arriver sur des usages où la donnée a toujours ce robinet ouvert en permanence. On a aussi une donnée qui est importante, c'est celle qui va servir à l'intelligence artificielle. Voilà, si je reprends une étude du MIT, les données, l'apprentissage d'un modèle d'intelligence artificielle émet autant d'émissions de gaz à effet de serre que 5 voitures tout au long de leur cycle de vie. Et j'ai trouvé un graphique qui pourrait éventuellement vous intéresser, c'est finalement l'explosion des données nécessaires à l'apprentissage d'un modèle depuis la préhistoire du deep learning, de l'apprentissage profond, multiplié par 300 000 en 6 ans. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette explosion de données nécessaires à l'IA? Est-ce qu'on va se positionner dans une trajectoire qui va continuer à augmenter et pour laquelle les entreprises petites et moyennes n'auront pas la capacité ni financière ni technique de les gérer et qui donc finalement va faire le jeu d'un petit nombre d'opérateurs qu'on connaît déjà, qui sont les GAFAM ou les BATX, qui aujourd'hui sont presque les seuls à être capables de générer autant de données, à la fois en termes de volumétrie et puis surtout en termes de coût, puisque je me suis permis là aussi de vous remettre le coût en termes d'émissions carbone d'un simple apprentissage d'un modèle de Natural Language Processing, où on est sur plus de 40 tonnes, c'est des pounds, donc on est sur 40 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par modèle d'apprentissage. Donc aujourd'hui, qui va pouvoir se permettre de pouvoir gérer à la fois les coûts financiers et les émissions de gaz à effet de serre de ces modèles? Alors, derrière la donnée, effectivement, on voit que la donnée a subi un cycle de vie. Hein. Elle est collectée, elle est créée, elle est collectée, enregistrée, traitée, conservée, échangée, réutilisée, supprimée. Et là, l'Everteam est au cœur aussi du process avec la Maïf. Mais cette génération et cette gestion de la donnée, qu'est-ce qu'elle engendre? Finalement, je vous ai parlé de robinet ouvert, mais est-ce qu'on peut le chiffrer? Ben oui, on peut le chiffrer. Certaines études estiment qu'aujourd'hui, on est rentré dans l'ère des zétaoctets de données et qu'on n'est pas prêt de s'arrêter. On voit que sur une estimation 2020 à 2035, la quantité de données est multipliée par plus de 10. Et à chaque fois, derrière cette quantité de données, il ne faut pas oublier qu'il y a forcément autant de data centers et de disques durs et de CPU et de bandes passantes qui est là pour gérer. Donc, je vous rappelle,
à chaque fois que vous avez une donnée virtuelle, il faut bien penser que derrière, vous avez à la fois des autoroutes, enfin des fibres optiques, des autoroutes de l'information, des ordinateurs, des data centers, qui eux sont très concrets, très impactants pour la planète. Donc, on est sur l'ère du zettabyte. Hein, vous voyez, à chaque fois, c'est un facteur 1000. Et de même, on est peut-être sur des indicateurs de l'ordre du yottabyte. Alors, voilà, je vais finir juste par vous présenter une petite étude que j'ai trouvée assez intéressante et assez éclairante sur l'impact des dark data. Alors, les dark data, c'est des données qu'on stocke et dont on ne sait pas quoi faire. Et ça, en termes de gouvernance de la donnée, j'ai trouvé que c'était intéressant, avant de laisser la parole à Adrien ou à Nourdine, de vous indiquer qu'une gouvernance de la data, si elle est mal faite, a forcément des impacts environnementaux majeurs. Donc, je me permets de citer l'étude du Bureau Veritas, dont je vous ai donné ici les liens, qui dit qu'aujourd'hui, on estime à 52% de la donnée en entreprise est considérée comme de la dark data. Alors la dark data, ça ne veut pas dire de la donnée poubelle, hein. Ça veut juste dire de la donnée qu'on a stockée et que pour l'instant, on ne sait pas quoi faire. Donc cette dark data, c'est quand même la moitié des données. Et cette moitié de données, aujourd'hui, représente en termes d'émissions de gaz à effet de serre plus de 6 millions de tonnes équivalent de gaz à effet de serre. Donc là, ça peut paraître assez difficile à maîtriser, mais je vais vous donner quelques clés pour comprendre. Alors, Veritas dit que c'est 575 000 fois le tour du monde en voiture. On est en moyenne, citoyen français, on est sur 10 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, vous voyez qu'on est sur 640 000 personnes, d'émissions de gaz à effet de serre de plus de 600 000 personnes, pour finalement maintenir de la data dont on n'a aucune idée de la valeur. Donc la gouvernance de la data s'impose. Ça représente 500 fois Manhattan si on devait planter des forêts pour faire de la compensation carbone. Donc 500 fois la taille de Manhattan, hein, et c'est plus de 7 millions d'acres de forêt. Sachant qu'aujourd'hui on est sur une quarantaine de zettabytes, mais qu'en 2025 on sera sur 175 zettabytes. Donc vous voyez l'augmentation, et à chaque fois, ça veut dire qu'il faut planter des arbres pour faire de la compensation carbone. J'exagère, enfin, je mets volontairement ça sur l'aspect compensation carbone. On sait qu'on va gagner en efficience des matériels informatiques, hein, je dis pas ça, mais vous voyez que finalement, ça a un impact non négligeable pour de la data pour laquelle on ne sait pas l'utilité et l'usage. Donc voilà, la conclusion, c'est bien évidemment d'avoir une gouvernance plus crédible, plus pertinente, plus efficace de l'information. Donc j'ai voulu dans ces deux parties de mon intervention à la fois parler gouvernance, en disant qu'un territoire numérique, ça se gouverne et ça se gère, et que la data a un impact économique, financier, ça tout le monde le sait, mais a aussi un impact environnemental. Et ma dernière diapositive va vous proposer ce que la FING, la Fondation Internet Nouvelle Génération, propose pour une gestion, on va dire les 10 règles d'une gestion responsable de la data. Et voilà, je m'arrêterai là et je laisse la parole donc à Nourdine pour la suite, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Vincent, pour ces informations. Ce qu'on va maintenant faire, c'est finalement présenter le positionnement d'un éditeur de logiciel de manière très pragmatique. Comment un éditeur de logiciel qui historiquement est positionné sur des sujets autour de la gestion de l'information depuis son origine vit la révolution numérique de ces dernières décennies et essaye de finalement faire évoluer son offre pour relever les challenges de demain tels que Vincent les a présentés très modestement, étape par étape. Everteam est un éditeur qui propose des solutions autour de la gestion de l'information avec une capacité qui est de permettre
de gérer l'information au sein de ses propres systèmes, mais également de gérer l'information à la source. Vincent ou Adrien, si vous pouvez faire juste un clic pour afficher les autres éléments du slide. Il doit y avoir une animation pour afficher d'autres briques. Voilà. L'important, c'est que l'information est historiquement prise en charge et gérée dans des systèmes de type gestion électronique de documents. C'est des choses qu'on a toujours connues dans les entreprises. Et petit à petit, ces systèmes ont compris que l'information qui était gérée dans ces GED était beaucoup trop complexe et qu'il était nécessaire de disposer également de briques d'archivage. C'est ce qui a été fait ici. Donc, des briques de GED sont apparues et des briques d'archivage ont fait leur émergence pour prendre en charge des documents qui avaient besoin d'être conservés. C'est cette partie archivage que vous pouvez voir dans le schéma. En complément de ce besoin, il y a eu la nécessité de pouvoir également analyser et prendre en charge l'information à la source, donc que ça provienne d'un ERP, que ça provienne d'un serveur de fichiers, que ça provienne d'un système de messagerie, voire même de systèmes de gestion de documents type SharePoint. Donc, l'évolution de la gestion de l'information au sein des entreprises a évolué de silos documentaires qu'on pouvait trouver classiquement à une gouvernance globale de l'information qui prend en charge les documents gérés dans les GED ou dans les systèmes d'archivage proposés par Everteam, mais également les documents qui sont gérés dans leurs sources, que ce soit des ERP, des systèmes de fichiers, de la messagerie, voire des systèmes SharePoint. Comme dirait Cabrel, ça change tout dedans, ça change tout autour. C'est-à-dire que l'information, effectivement, évolue au sein des systèmes GED, mais également en périphérie sur l'ensemble du corpus informationnel qui est géré au sein de l'entreprise. Comment, dans ce modèle-là, proposé par Everteam, essayons-nous de faire évoluer le modèle? Alors, si vous pouvez passer au slide suivant. En proposant différents axes d'optimisation. Alors, première optimisation, c'est en permettant de gérer le cycle de vie de nos logiciels. Les logiciels Everteam, historiquement, sont supportés sur la version N et N-1, et de manière proactive, alors, également avec beaucoup d'échanges et de longue date avec nos clients, Everteam a travaillé pour assurer un support de ces logiciels sur des durées très longues, avec même la possibilité de proposer ce qu'on appelle des supports étendus, qui est adapté aux besoins de certains de nos clients qui veulent conserver leur logiciel, leur version de logiciel, sur de très très longues durées. Donc on est dans une logique d'optimisation du cycle de vie et de pérennisation des logiciels acquis, en évitant finalement de surinvestir de l'énergie et des efforts en passant de manière obligatoire d'une version à une autre. Il n'y a pas de mort programmée de nos logiciels. Les supports, en particulier sur les systèmes d'archivage, peuvent être extrêmement longs. Deuxième caractéristique, en allégeant la durée de vie de nos versions. C'est-à-dire qu'on assure le support de la version N et N-1, et par le passé, nos versions duraient 18 mois. Elles sont passées de 18 mois à 24 mois, et on est aujourd'hui sur les dernières versions sorties, sur une durée de 36 mois. Ça signifie qu'aujourd'hui, nos clients peuvent, de manière relativement confortable, disposer d'une version pendant une durée de 6 ans, et si ils prennent en charge du support étendu, ils peuvent même disposer d'une même version d'un logiciel sur 7-8 ans par de l'extension du support. Donc ça, c'est des évolutions que l'on a fait dans des logiques de pérennisation des acquis, de freinage finalement de la course à la progression technologique sans sens et sans objectif, et en laissant la main à nos clients sur la manière de faire évoluer leur écosystème logiciel en interne. Le troisième point, c'est en étant très proche des pratiques communes qu'on retrouve sur le marché, notamment en étant très proche de la normalisation, qu'elle soit au niveau ISO, qu'elle soit au niveau AFNOR, en étant même acteur de cette normalisation, sur tous les sujets qui sont relatifs aux modalités de collecte, de stockage, de gestion de cycle de vie, de partage, de traitement de l'information.
Everteam est présent, soit en appliquant au niveau de nos logiciels les standards de référence, soit en étant nous-mêmes acteurs dans la rédaction de certains standards. Slide suivant, s'il vous plaît. En termes de positionnement également, quelques points très structurants. Everteam favorise l'usage des pratiques qui limitent en fait la consommation de ressources, quelles qu'elles soient, matérielles, logicielles, humaines, par plusieurs aspects. Alors, premier aspect, on intègre dans nos outils tout un ensemble de mécanismes qui gèrent le cycle de vie de l'information. Par exemple, ici, vous voyez un référentiel de conservation, on détermine les typologies de documents et les durées de conservation afférentes. Pour chaque typologie de document, un type de document sera affecté et le système va être capable de manière automatisée de détecter les documents qui pourront être détruits. Et ça, c'est un enjeu majeur dans le numérique. La plupart des entreprises disposent aujourd'hui de vracs numériques extrêmement volumineux, ça peut être de la messagerie, ça peut être des file systems, qui sont extrêmement consommateurs en énergie et en ressources, souvent pour rien, et que les entreprises conservent historiquement en suivant l'adage « on garde au cas où ». Et ce principe-là, dans le monde dans lequel on va, ne s'appliquera plus. Il faudra garder l'information en respectant le droit à l'information, en respectant le droit à l'oubli, et en ne gardant l'information que l'information pour laquelle on est sommé de conserver, soit pour des raisons légales, soit pour des raisons d'opportunité, soit pour des raisons patrimoniales. Donc, on dispose de mécanismes qui vont permettre de définir ça de manière extrêmement précise pour ne garder que l'information utile et nécessaire. Et ces mécanismes-là sont intégrés par conception, donc en by design dans le produit, jusqu'à la destruction. Que les mécanismes de destruction et d'assainissement sont également inclus. Slide suivant. Sur les caractéristiques également du logiciel, on intègre également les fonctions qui vont permettre de collecter les données utiles et nécessaires, notamment en conformité avec le RGPD, pour respecter les principes de minimisation de la donnée, pour répondre et cadrer finalement les traitements qui sont décrits au niveau du registre de traitement. Et pour répondre à ces aspects-là, plusieurs points. Notre produit est capable de pouvoir constituer un registre de traitement, si vous n'en disposez déjà pas d'un, de pouvoir détecter les données personnelles, c'est ce qu'on voit ici dans la copie d'écran. C'est un tableau de bord qui finalement présente les différentes sources qui sont analysées et donne une vision claire et synthétique des données personnelles qui ont été détectées. Donc avec une répartition, des documents qui contenaient de la donnée personnelle, c'est qui n'en contenaient pas. Voilà, la distribution de ces données personnelles. Des NIR ont été détectés, des IBAN, des numéros de carte de crédit, numéros de téléphone, etc. etc. Et le système va permettre vraiment d'investiguer, d'isoler et d'appliquer des traitements. Et pas uniquement de détecter de manière statique l'information utile pour nos clients ou la donnée personnelle. Donc ça, c'est très intéressant et très important parce qu'on est dans une logique de frugalité numérique finalement où on ne gère, on ne collecte, on ne conserve que l'information que l'entreprise doit conserver. Le dernier point étant la transparence et la visibilité sur les données collectées par le logiciel. En standard, les logiciels qui sont émis, produits par Everteam, sont accompagnés d'une documentation qui décrit de manière très précise les données personnelles, s'il y en a, qui sont collectées par nos systèmes pour que ça puisse être annexé à un dossier qui serait produit par un de nos clients et qui serait à remettre à une autorité de contrôle. Voilà. Donc, tout ça est fait avec une totale visibilité et une totale transparence vis-à-vis de nos clients. Slide suivant. Parmi les caractéristiques également, et je terminerai là-dessus, c'est également un produit qui est basé sur une architecture qui a fortement évolué depuis sa création, en proposant notamment une architecture qui permet de finement dimensionner l'architecture et donc de finement dimensionner les ressources qui seront utilisées par l'outil par une architecture qui est fortement scalable, basée sur une architecture microservices. Donc nos clients peuvent déterminer et activer uniquement les services qui sont utiles à leur activité, d'une part, et d'autre part, ils auront la capacité, avec une scalabilité qui est très dynamique, de pouvoir activer un grand nombre de services, par exemple au démarrage du projet, parce qu'ils en ont besoin,
et réduire ce nombre de services en fonctionnement courant pour ne maintenir en fonctionnement que les modules dont ils ont besoin et donc de consommer les ressources serveurs, que les ressources serveurs utiles et nécessaires à la réalisation du service que le système doit délivrer. Voilà. Donc ça, c'est un point également très important sur lequel on a effectué de nombreux efforts pour disposer d'un outil qui rentre dans les grands principes, notamment de ce qui est attendu en termes de déploiement d'outils logiciels s'inscrivant dans une philosophie de numérique responsable. Je vais maintenant laisser la main à Adrian, qui utilise des outils Everteam au sein de la Maïf, très largement, et qui est très proche de la démarche qu'a présentée Vincent au niveau de l'Institut du numérique responsable. Donc, il constitue une illustration, finalement, une synthèse de ce que Vincent a pu vous présenter, de ce que j'ai pu vous présenter. Donc, je vais laisser la main à Adrian pour la suite de la présentation. Merci Nourdine. Donc effectivement, comme Nourdine l'avait indiqué, la Maïf elle est aujourd'hui équipée des solutions Everteam, donc pour couvrir un peu l'ensemble des besoins qu'on peut trouver autour de la gestion des documents, également aussi tout ce qui tourne autour de l'archivage électronique. Et donc, on souhaite également aller un peu plus loin sur ce terrain-là, justement autour de ce que Vincent a cité également, tout ce qu'on peut retrouver autour de la gouvernance. Donc, on voit bien que dans le contexte de sensibilisation autour de la démarche RSE, cette gouvernance-là, elle est présente dans tous les pans de la démarche RSE. Et elle est très importante également dans tout ce qui est gouvernance de la donnée et gouvernance de l'information au sens large. Donc, pour faire le lien un peu entre les trois interventions, c'est de comment on a pu en tout cas mettre en place ce webinaire. C'est qu'en complément de mon activité à la Maïf, donc je accompagne également Vincent à l'Université de La Rochelle pour assurer un cours de master autour de la gestion de l'architecture de l'information pour le master Icon qui est à La Rochelle. Donc, dans ce contexte-là, j'accompagne Vincent et c'était pour moi l'occasion d'échanger sur cette thématique-là et pas que. Donc, c'était quelque part, c'était une vraie chance de l'avoir croisé, parce que ça nous a permis également d'initier cette démarche-là et aussi sensibiliser aussi autour de nous par rapport à cette démarche RSE qui, on voit bien, elle est de plus en plus présente. Donc les médias font bien le travail, mais en dehors de l'aspect médiatisation du sujet, il y a une réelle nécessité de s'intéresser à cet aspect-là de démarche RSE, et que chacun d'entre nous puisse être sensibilisé à ça. Donc, comme je disais, pour le cours que j'assure à l'Université de La Rochelle, donc j'essaie de sensibiliser un peu le public qui se prépare à l'intégration dans une entreprise, donc à tout le cycle de vie de la donnée et de l'information. Donc, c'est quelque chose qui est important, en tout cas pour tous ceux qui vont plonger dans le domaine informatique et qui vont être en tout cas entourés de cette information-là, qu'on voit bien que depuis des années, elle n'arrête pas d'accroître. Et aujourd'hui, l'information, elle est partout et surtout en grande quantité. Donc, ce qui veut dire, c'est que pour avoir à la fois une bonne connaissance, il faut avoir aussi une bonne maîtrise, mais aussi une bonne gestion. Donc, c'est dans ce contexte-là que j'essaie de sensibiliser le plus jeune public, d'être en tout cas très attentif à cette problématique de RSE. Et donc, on avait convenu ensemble avec Vincent qu'à partir de l'année prochaine, on intègre cette particularité de RSE autour du cycle de vie de l'information et de la donnée dans le cursus universitaire.
pour justement aller plus loin dans la concrétude et la sensibilisation en tout cas des futures personnes qui vont intégrer le monde de l'entreprise. Donc cette idée-là, donc je me suis arrêté juste sur une petite idée, c'est que il faut déjà commencer à s'y intéresser. Donc, et c'est déjà pas mal pour après, par la suite, pouvoir aussi actionner autour de cette démarche qui est la démarche RSE. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu le pourquoi et quelques précisions c'est de pourquoi aujourd'hui ce webinaire et pourquoi ces trois parties qui interviennent, donc INR avec l'Université de La Rochelle d'un côté, Everteam sur l'aspect plutôt éditorial, donc avec quelque part les bras armés avec lesquels on peut répondre à des problématiques de gouvernance de l'information et de la donnée, et la Maïf un petit peu en tout cas de témoigner en quelque sorte de comment on s'y prend également, à la fois sur l'aspect purement informatique, ou en tout cas déclinaison plutôt autour de la donnée, mais aussi vous donner quelques éléments de la démarche plus largement de la Maïf, parce que la Maïf, effectivement, elle est également sensibilisée sur cette problématique RSE, et pas que sur un seul pan qui est la gouvernance de la donnée, mais plus largement. Donc pour commencer, c'est pour ceux qui connaissent pas encore la Maïf, donc c'est vous donner une brève introduction et vous parler un petit peu de la Maïf. C'est la Maïf est une mutuelle qui a été créée en 1934. Et elle a été créée par les sociétaires et pour les sociétaires. Donc c'est quelque chose qui est apparu quelque part par rapport aux besoins qu'il y avait à l'époque, et c'est avec cet esprit mutualiste de partager un petit peu les problématiques et les besoins qu'il y avait à l'époque. Et depuis aujourd'hui, la Maïf compte plus de 3 millions de sociétaires qui représentent en quelque sorte plus de 5 millions de personnes directement, parce que pour la Maïf, un sociétaire en fait regroupe tout ce qu'on peut trouver dans un foyer. Dans notre organisation, donc la notion de sociétaire, c'est un groupe concrètement un foyer complet. Donc depuis de nombreuses années, la Maïf, en tout cas, elle a remporté de nombreux prix dans ce domaine-là de la relation avec le sociétaire. Et depuis 15 ans, donc elle remporte de manière concrète le premier prix en fait de la relation client. Donc ça montre bien donc l'intérêt, surtout sur le côté un peu plutôt social, donc l'excellence que la Maïf cherche à avoir dans ce domaine-là. Par la suite, donc, qu'est-ce que c'est en fait la RSE à la Maïf? Comment ça se décline et qu'est-ce que ça veut dire quelque part? C'est la question que la Maïf s'est posée il y a très longtemps, hein, d'ailleurs. Elle a commencé avant en 2006. C'était comme un peu tous les acteurs économiques d'aujourd'hui. C'est comment allier efficacement en fait les aspects économiques, la préservation de tout ce qui nous entoure de point de vue environnemental et l'équité sociale par rapport à l'entreprise. Donc comment faire en tout cas adhérer les trois problématiques pour intégrer une démarche responsable, sociétale dans sa stratégie. Donc le pari que Maïf a fait, c'est il a trouvé naturellement de s'approprier un petit peu cette démarche-là et de faire porter ces valeurs-là, parce que c'est quelque part aussi l'empreinte que la Maïf affiche, et c'est la vitrine également. Donc tout ce qui est autour de l'humanisme, la solidarité et la démocratie, c'est des valeurs qui sont portées par la Maïf. Et pour ces raisons-là, il n'y avait même pas plus de questions à se poser, de se lancer dans ces démarches-là. Et qu'est-ce que la Maïf met aussi en avant, c'est que pour mettre en avant les principes, il faut d'abord les appliquer à soi-même. Donc c'est pour ça que
nos dirigeants, donc, ils communiquent et ils montrent bien que la Maïf, elle est bien présente pour intégrer et donner une démarche RSE digne de son nom. Et donc nos dirigeants, le président Dominique Mahé et notre directeur général Pascal Demurger, ils publient régulièrement sur le sujet. Et d'ailleurs, ils ont sorti même des petits livrets qui expliquent un petit peu comment la Maïf est engagée et comment la Maïf aborde cette problématique-là. Donc là, je vais faire un petit témoignage pour évoquer quelques de ces éléments-là, pour comprendre un petit peu la position de la Maïf sur le sujet. Et je vais terminer par une déclinaison un peu plus concrète en lien avec de comment la problématique RSE se décline sur l'aspect gouvernance de la donnée, documents, concrètement par les domaines que je porte au sein de la Maïf. Donc la démarche RSE à la Maïf vise l'intégration des problématiques à la fois économiques et sociales, mais aussi environnementales sur 3 pans. Donc ces 3 pans-là, c'est le fonctionnement et l'organisation de l'entreprise. Donc c'est agir quelque part comme une entreprise citoyenne. Donc les offres qu'elle propose, donc l'objectif étant de proposer à nos sociétaires des offres et des produits qui sont couverts par des services responsables, mais aussi l'engagement dans la société, donc l'engagement qui est très important pour justement aller au bout et couvrir, avoir une vue 360 de la démarche en elle-même. Donc, par rapport à ces aspects-là, le modèle social de la Maïf, c'est bien évidemment la Maïf étant un acteur majeur dans l'économie sociale et solidaire, a toujours été présente dans cette démarche-là de responsabilité sociétale. Donc pour cela, elle milite beaucoup dans l'égalité des chances pour l'accès à l'emploi et toutes les politiques qui sont autour de la démarche ressources humaines et l'écoute de la personne sont très présentes dans les actions qui sont réalisées. Donc par la suite, je me suis dit que quelques caractéristiques qui peuvent montrer un petit peu cette partie-là, je l'évoque ici également par donc tout ce qui est le soutien de l'entrepreneuriat social, donc à travers notre filiale Maïf en investissement social et solidaire, la Maïf soutient l'innovation sociale et tous les projets qui tournent autour de ça en plus grand nombre. Donc un autre aspect qui caractérise également la Maïf, c'est tout ce qu'on peut retrouver autour de la performance. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est que la Maïf, depuis de nombreuses années, donc, elle détient le premier prix de la relation client, mais pas que, parce que en 2009, donc la Maïf a été, elle a reçu le plus nombre de prix autour de ces problématiques-là, des missions qu'elle porte. Donc, on voit bien que la Maïf elle est très très présente sur plusieurs plans dans cette démarche-là, et également donc la diversité. Donc depuis quelques temps, tout l'aspect ressources humaines, elle s'est proposé des ambitions très importantes et très intéressantes par rapport à l'écoute, à l'attention qu'on accorde à l'ensemble des collaborateurs. Et c'est une démarche qui est en continu mouvement et en continu changement. Donc là, en complément de ça, on a également la politique sociale qui est très attentive. Donc tout ce qui est prévention des risques autour de l'emploi, de psychosociaux également, d'avoir un œil très vigilant autour du climat social. Donc par rapport à travers ces politiques sociales, elle est très attentive et à l'écoute de ces aspects-là. L'aspect formation est également très présent parce que on voit bien de nos jours, donc les choses changent rapidement. L'écosystème dans sa globalité change de manière très vite et pour ça il faut être toujours donc formé et être en mesure
de s'adapter à des nouvelles conditions. Et donc, pour le faire, il faut avoir également l'aspect accompagnement et formation qui est présent. Et la Maïf s'engage également pour une société collaborative. C'est naturellement, elle est appliquée dans la faveur de cette dynamique qui nourrit d'ailleurs tout cet aspect-là RSE à travers de la responsabilité sociale de l'entreprise. Ensuite, on a l'aspect écologique de la RSE et la Maïf est également très investie de façon continue, justement pour maîtriser un petit peu notre empreinte écologique. Donc, dans cette démarche-là, c'est une démarche il y a beaucoup d'exigences autour de ça et elle est matérialisée à travers des offres qui sont proposées et des engagements qu'on peut retrouver. Donc, on a un grand nombre de partenariats qui encouragent justement ces comportements et avec toutes les parties prenantes et avec également notre sociétariat qui est sensibilisé également à la démarche. Donc régulièrement, la Maïf fait étudier l'empreinte écologique par des personnes externes à la Maïf, justement pour avoir un œil neutre de cette implication et que l'empreinte écologique soit quelque chose de transparent et aussi présent dans toutes les actions. Donc, quelques exemples de nos partenariats, c'est effectivement de agir pour une meilleure planète. C'est en collaboration avec la Fondation Good Planet. C'est justement de décliner tout l'aspect humanisme et écologique de la chose pour sensibiliser de plus jeunes aux plus âgés à toute cette partie de préservation de notre planète. C'est quelque chose qui est très important parce que ça commence déjà par ça. Ensuite, de promouvoir une économie circulaire. Donc, c'est sur cet aspect-là, donc avec Makers, à travers de nouvelles communautés, nous accompagnons également les modes de vie collaboratifs pour justement sponsoriser la créativité et tout ce qui est la mise en place des actions responsables. On a aussi un partenariat pour justement préserver et protéger les océans avec Surfrider, des objectifs autour de tout ce qui est déchets avec Zero Waste, donc des actions qui militent contre le gaspillage et le mouvement autour des déchets. Agir pour un climat et avec la fondation Nicolas Hulot, donc c'est quelque chose qui est très présent et très important pour la Maïf. Et également, en dehors de tout ça, c'est maîtriser aussi notre consommation. Et quand on parle de la consommation, comme Vincent l'avait un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est maîtriser également le cycle de vie complet des outils, tout ce qui est consommable, parce qu'on voit bien que toutes ces choses-là, donc on utilise des ressources pour le faire. Donc par rapport à l'empreinte carbone, donc on a la Maïf, comme je disais tout à l'heure, elle mesure régulièrement son impact et on peut décliner quelques aspects donc, pour justement limiter, quelques actions pour limiter son empreinte environnementale. Donc on retrouve derrière ça tout ce qui est mobilité responsable, énergie renouvelable, des ruches urbaines, un kiosque à vélo et bornes rechargeables, des défis hors normes. Donc c'est justement pour se mettre des défis pour sensibiliser au maximum autour de nous et le challenge économique d'énergie. Donc je vais essayer je vois que le temps passe vite, c'est de faire un focus complet. Donc il y a également, la Maïf et également notre responsabilité d'acteur économique. En tant qu'acteur économique majeur, la Maïf intègre une stratégie volontariste autour du développement durable. Donc, en tant qu'acteur économique, elle se traduit à travers de la politique d'investissement responsable. Donc, elle est engagée dans une démarche responsable autour de l'investissement, autour de l'épargne également, à travers des gammes de produits qui sont proposés, autour des achats qu'on peut faire. Donc, tout l'aspect achat, il est
complètement responsabilisés sur la problématique RSE, la prévention de risques également, qui peut avoir un impact sur la démarche, tout ce qui est transition, donc justement pour dédier des fonds au financement des projets, et tout ce qui est l'aspect offre et assurance auto et habitation. Donc ça, c'est pour faire un focus sur tout ce qui est l'aspect économie, mais il ne faut pas oublier l'éducation. Donc la Maïf, elle est également présente dans tout ce qui est l'éducation autour du développement durable, et parce que on sait bien que cette culture-là, elle n'arrive pas par hasard. Il faut l'éduquer, il faut la pratiquer. Donc pour cela, la Maïf s'investit énormément dans les problématiques d'éducation également. Donc pour donner quelques exemples, c'est elle participe, en tout cas, pour justement apprendre aux plus petits de faire soi-même les choses, de privilégier au maximum le gaspillage et l'usage des ressources. Donc, comme je disais tout à l'heure, la démarche autour de zéro déchet, les jeux Terrabilis qui sont des jeux de société pédagogique qui sensibilisent autour du développement durable, et également des conférences et des débats sur le sujet. Et il ne faut pas oublier que dans toutes ces démarches-là de responsabilité, il y a aussi tout ce qui est personnes en situation de handicap. Donc la Maïf se place de ce côté-là de manière très présente et pragmatique pour soutenir les plus de 12 millions de personnes en situation de handicap, pour militer en faveur de leur accès à l'emploi et leur inclusion donc dans différents milieux. Donc c'est un acteur social responsable très présent sur cette partie-là. Donc pour la prise en compte de cette partie, justement, elle est mobilisée pour l'accès à l'emploi, qui propose, en tout cas, elle est engagée pour donner l'accès au maintien de l'emploi pour ces personnes-là. Donc elle offre également des solutions adaptées et propose aux personnes en situation de handicap une protection complète et qui est adaptée à leurs besoins, et également les enjeux sociétaux. Donc il y a un univers qui conduit naturellement à l'application de la Maïf en faveur de l'accès à l'éducation au sport. Donc comme je disais tout à l'heure, ça se traduit également par inclure tout ce qui est éducation et les élèves en situation de handicap par rapport à la démarche globale de la Maïf. Donc ça, c'était pour faire un focus de comment la Maïf s'implique de manière très concrète et plus largement dans le domaine de la RSE. Et pour revenir un petit peu au point de départ, c'est que le lien entre ce qu'on avait, donc la contribution des trois interventions, c'est de faire un petit peu le mariage entre la sensibilisation de la démarche, de comment aussi, de manière très concrète, en tout cas en action par rapport à ça, et avec quels outils. Donc on a bien vu la position d'un éditeur de logiciels, donc en l'occurrence Everteam, qui nous accompagne pour tout ce qui est solution de GED et d'archivage électronique depuis de nombreuses années. Donc ces produits pour la Maïf sont indispensables parce qu'ils se mettent également au service de la politique et de la performance RSE de notre entreprise, du fait de la maîtrise de la gouvernance, et donc avoir les outils qui permettent de bien gouverner la gestion documentaire et la gestion de la donnée, c'est très important, d'autant plus quand l'éditeur il est sensibilisé à la démarche et qu'il applique lui-même ces aspects-là dans la construction des outils et dans le cycle de vie de ces outils-là. Donc c'est très important. Et pour donner un cas concret, nous sommes actuellement en cours de mise en place une gouvernance de ce qu'on peut appeler les archives mixtes. Donc on trouve derrière les archives papier électronique, et pour justement mieux gérer les politiques d'archivage au sens large par rapport à leur cycle de vie et avoir une maîtrise de bout en bout sur leur cycle de vie. Donc cette vision transverse, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous permettra de mieux maîtriser nos données. Si on maîtrise nos données, c'est qu'on ne gaspille pas, parce que on sait arrêter on sait aller jusqu'au bout du cycle de vie. Et ça, c'est très important, parce que pour faire un focus aussi, donc un petit rappel de ce que Vincent présentait tout à l'heure, c'est l'explosion de l'information qui est très importante et les données. Donc aujourd'hui, dans les études qui sont montrées plus largement, c'est que
il n'y a que 20% du volume de données qui est utilisé tout le reste n'est pas utilisé. Donc, ce qui montre bien qu'il y a un effort à faire dans la gouvernance de la donnée et de l'information pour justement aller et intégrer le cycle de vie de la donnée au sens large et enlever tout ce qui n'est pas utilisé, ce qui n'a pas de lieu d'être gardé et avoir un système d'information propre et nettoyé. Donc, je vais terminer par ça. Donc, merci à vous tous pour votre attention et merci à Vincent et à Nordine qu'ils ont répondu présent à cette initiative. Très bien. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Adrian. Je ne sais pas si tout le monde nous a bien entendu. J'ai l'impression qu'il y a eu quelques petits soucis de son. Merci beaucoup, Adrian, pour cette présentation qui permet vraiment de voir toute l'activité de la Maïf, qui est vraiment un acteur très dynamique sur tous les sujets autour du RSE. Vraiment RSE dans toute son ampleur, hein, pas uniquement sur les aspects technologiques, mais également les aspects sociétaux, sociaux. Donc vraiment bravo à la Maïf et pour cette présentation très éclairante. On arrive au bout de notre présentation, on a très légèrement dépassé. Pour ceux qui le désirent, on peut prendre en charge et répondre aux différentes questions s'il y en a eu. Alors je vais demander à Daniel ou à Nicolas de nous refaire le point sur les différentes questions qui ont été posées, puis on va tâcher d'y répondre rapidement les unes derrière les autres. N'hésitez pas non plus à vous manifester si vous désirez poser les questions directement à l'un des intervenants. Alors oui, effectivement, on a eu quelques questions. On a d'abord Monsieur Vonk qui précise un peu plus du coup le discours de Vincent tout à l'heure en disant qu'effectivement pour les voitures autonomes, c'est 4 Tbps de données utilisées pour 1h30 d'utilisation. On a Monsieur Nicolas qui demandait si la Maïf avait pour projet de signer la charte numérique responsable de l'INR. Donc, je sais que la question a été posée, mais moi, personnellement, j'ai pas la réponse à la question. Ça m'étonnerait pas qu'il y aura ensuite par rapport à la question, mais aujourd'hui, moi, j'ai pas la réponse. Donc, il y a bien d'autres personnes qui sont légitimes pour apporter la réponse, et moi, j'ai pas cette information-là, malheureusement. Et juste pour préciser, la charte, effectivement, ne nécessite pas d'adhésion, elle est gratuite. Vous pouvez vous l'approprier dans vos entreprises sans forcément avoir besoin de la signer. Elle est en Creative Commons. Donc voilà. Par contre, l'avantage de signer la charte, c'est déjà que vous bénéficiez d'un affichage, d'une publicité gratuite, entre guillemets, et puis surtout, vous participez à un réseau, une animation de réseau des signataires de la charte, qui va échanger les bonnes pratiques, qui va pouvoir discuter sur un certain point, comment est-ce que vous avez fait. Enfin, voilà. Donc il y a toute une animation qui peut être intéressante et la charte est vraiment à votre disposition de façon ouverte sur notre site charte.institunr.org. Et puisque Monsieur Vonk intervient dans les questions, je me permets de lui dire bonjour parce que je le connais et que c'est un ami. Bonjour Thierry. Voilà. On avait ensuite une question de Madame Vincent Tapol qui demandait si on était capable de chiffrer pour une entreprise le gain téraoctet par rapport aux émissions de CO2 apportées par une stratégie de gouvernance responsable de l'information ou par l'utilisation effectivement des outils d'Everteam. Est-ce qu'il y a des cas qui ont été mesurés en entreprise éventuellement, par exemple à la Maïf? Je peux éventuellement aussi lui donner la parole pour compléter un petit peu si vous le souhaitez. Oui. Moi, ce que je peux dire, c'est que chaque kilowatt on va dire chaque watt d'économiser sur un disque dur parce qu'une donnée n'a plus besoin d'être stockée. Déjà, très souvent, sa sécurisation est multipliée par 4 ou 5. Donc, vous voyez qu'un kilooctet de données supprimées, de par sa réplication, ça en fait 4 ou 5, et que chaque watt d'économiser sur un disque dur, on est sur un facteur d'à peu près 2 à 3 économisé sur
la réplication et la contextualisation de la donnée avec le froid, la sécurité, les data centers, etc. Donc ça déjà, vous avez un facteur 2 à 3 d'économiser, donc en termes d'émissions de gaz à effet de serre et en termes d'euros, c'est non négligeable. Et que si vous êtes en France, on est par kilowattheure consommé, on est à peu près à 60 grammes d'émissions de gaz à effet de serre produits. Donc ça permet, avec quelques indicateurs simples, partagés et publics, merci l'ADEME, de pouvoir comme ça avoir une idée de si j'économise 1 TWh, donc si j'économise un disque dur, le disque dur, je connais sa puissance, je sais qu'il va correspondre dans mon data center à 4 disques durs de 1 TW, que je vais devoir multiplier par 2 ou 3 la consommation électrique pour le froid, la sécurité, etc. etc. Donc, j'ai 24 heures sur 24, 365 jours par an. Multiplié par ce facteur-là, vous voyez, c'est simplement des règles de 3 de quelques facteurs d'émission. On arrive à avoir une idée de ce que ça peut économiser comme euros et comme émission de gaz à effet de serre. Donc, et justement pour compléter et pour donner une première réponse par rapport à si on peut estimer ou chiffrer un petit peu le gain qu'on peut avoir avec l'utilisation des outils autour de la gouvernance. Donc, ce que j'avais dit, évoqué rapidement tout à l'heure, c'est qu'effectivement, avec les outils proposés par Everteam, ça nous permet en tout cas de faire quelque part un inventaire de toutes les données qu'on doit gouverner et également se poser après précisément la question, une fois qu'on a défini les règles de cycle de vie, les règles et les politiques de gouvernance, de se poser clairement la question et d'agir sur des décisions de type cette donnée-là, je la garde ou je ne la garde pas. Et en complément, donc, pour répondre concrètement à la question, c'est que en parallèle de ça, sans parler du système de production lui-même, mais on sait bien qu'on a toute la phase amont qui est la préparation des solutions avant qu'elles soient mises en production. Donc, sur cet aspect-là, on utilise également beaucoup de données et on ne fait pas nécessairement attention de comment on va gérer le cycle de vie de ces données-là. Donc, ce que je peux dire sur la question, c'est qu'à travers des outils proposés par les solutions Everteam, on est capable d'identifier un petit peu l'ensemble des données qui sont plutôt des données de test qui permettent de valider les solutions en production et de faire le nettoyage de ces données-là en fin de cycle de projet. Donc, la démarche est actuellement en cours sous tout le périmètre de la GED et de l'archivage électronique et on est arrivé en tout cas à une récupération actuellement, on a 6 Tera de données récupérées, en tout cas supprimées, du fait qu'il n'y a plus d'utilité de les garder. Donc, la démarche, elle continue, mais ça peut également se concrétiser avec donc de profiter de toutes les solutions qui sont proposées et d'avoir une bonne visibilité de qu'est-ce que c'est la donnée et comment je dois la gestionner et savoir décider à quel moment je dois la supprimer parce que on a beaucoup la tendance de garder les données longtemps alors que si on pose une question, on peut très bien faire le ménage. Donc, je ne sais pas si ça répond complètement à la question, mais voilà les premiers éléments de réponse que je peux donner. Merci beaucoup. On a ensuite une question de Monsieur Abouyoub qui demande si Everteam permet de gérer le reporting RSE. Alors aujourd'hui, il y a un reporting RSE qui est produit, mais il n'est pas à l'échelle de la partie logicielle, il est plus à l'échelle de la société. C'est un document qui n'est pas à destination du marché ou des clients. Il va s'intéresser aux aspects autour du social, de l'impact environnemental, mais de l'activité de l'entreprise. Pas forcément sur ses assets, c'est-à-dire sur les logiciels qui sont produits. Sur les aspects logiciels purs, aujourd'hui, c'est des initiatives qui sont récentes pour Everteam, pour être tout à fait transparent, et qui sont récentes de manière générale sur le marché des acteurs des solutions de gestion de l'information. Okay. Donc,
à l'instar un peu du RGPD qui a amené un certain nombre d'acteurs à s'intéresser à la gestion plus rigoureuse des données personnelles et qui a amené finalement aux éditeurs et aux professionnels de l'édition de logiciels, d'outils de gestion d'information à rencontrer le monde du droit et les avocats. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que finalement, il y a un rapprochement de plus en plus fort qui s'opère avec les acteurs qui pilotent et qui sont des leaders de pensée autour des sujets du numérique responsable et les éditeurs de logiciels. Soit ça se fait à l'initiative directement des éditeurs, soit ça se fait par l'entremise de clients, en l'occurrence dans notre cas la Maïf. Donc c'est des démarches qui sont nouvelles, on tend vers ça, mais aujourd'hui pour nos logiciels, on n'a pas un outil qui permettra de constituer et de construire un reporting. Ensuite, et pour l'instant, c'est la dernière question, pardon, de Monsieur Nicolas qui demande si le développement des produits Everteam tient compte des principes d'éco-conception, par exemple greenIT.fr. Alors les principes d'éco-conception Green IT, on en a pris connaissance, sont vraiment intéressants. Comme je l'ai dit, ça revient un peu à la question que j'ai posée, enfin le point que j'ai posé juste auparavant. C'est une initiative qui est lancée chez nous depuis le passage finalement à notre nouvelle architecture il y a 1 an et demi, où on se repose des questions sur la manière de concevoir des logiciels de gestion de l'information autrement, qui prend en compte un certain nombre d'aspects, pas uniquement autour du numérique responsable, mais aussi autour de la gestion des données personnelles, autour de la cybersécurité, autour de la sécurité de manière générale. Et donc, il y a un certain nombre de corpus de références qu'on étudie. Green IT en est un d'eux. Il y a aussi des standards ISO sur lesquels on se penche aussi. On est au milieu du gué, quoi. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui on prend en compte l'ensemble des principes des conceptions Green IT? Pour être tout à fait transparent, la réponse est non. Est-ce qu'on en prend en compte une partie? Oui. Si on devait vous les lister, il faudrait effectivement qu'on fasse une analyse comparative pour savoir sur quels aspects on est à l'aise, sur quel point il faut encore qu'on travaille. Et si je peux me permettre de compléter ta réponse, l'éco-conception, les principes d'éco-conception de greenIT.fr, on va dire, sont clairement et principalement orientés sur du développement de services web, hein, on est vraiment là-dessus. On a décidé au niveau de l'Institut du numérique responsable d'ouvrir une réflexion plus large. Et donc on est en train de travailler, on va sortir à la rentrée un référentiel d'éco-conception de services numériques beaucoup plus large qui part depuis un certain nombre de bonnes pratiques et de questionnements dès l'étape de stratégie, mais aussi du X, du Y, de contenu, de back-end, de front-end, etc. Donc, et même d'hébergement. Donc en fait, ce groupe de travail qui est accessible aussi qui est ouvert et accessible à tous, qui est proposé sur notre site internet, donc institutnl.org, vous pouvez le rejoindre. L'objectif, c'est et ça Nordine est au courant, hein, c'est d'essayer, avec son aide, pourquoi pas, de monter notre référentiel mesurable, quantifiable, le plus rapidement possible à un niveau étatique, pour qu'ils servent de référence. L'objectif étant d'avoir un référentiel ouvert, partageable et partagé, toujours un work in progress, avec vraiment des KPI, des mesures et la façon dont on peut mesurer la mise en place de ces bonnes pratiques. Parce que très souvent, effectivement, par exemple, celle de Green IT, on donne des bonnes pratiques, mais on n'indique pas comment les mesurer. Donc nous, on essaie d'avoir vraiment une approche qui se rapproche du RG2A, donc par rapport à l'accessibilité. Et nous, on a essayé de développer ça par rapport à l'éco-conception. Donc c'est du travail en cours, mais ouvert. Vous pouvez récupérer d'ores et déjà l'étape actuelle de nos travaux, nous rejoindre, nous aider. Et en septembre-octobre, on aura une vraie sortie publique avec, on l'espère, puisqu'on est en relation avec la DINUM, qui est la délégation interministérielle au numérique,
et un certain nombre d'acteurs étatiques et d'organisations publiques. On va essayer de porter ce référentiel sur la place publique en disant, voilà, servez-vous-en, utilisez-le. Très bien. Merci Vincent. Je ne sais pas, Nicolas, s'il y avait d'autres questions. Non, les questions touchent à leur fin, j'ai l'impression. Juste petite précision, du coup, on va vous envoyer à la suite de ce webinaire le replay avec les slides, donc vous pourrez éventuellement reconsulter certains points si vous voulez revenir dessus. N'hésitez pas à nous contacter aussi si vous voulez avoir un complément d'information. Je pense que autant Nourdine que Vincent qu'Adriane seront heureux de répondre à de nouvelles questions. Merci à tous pour votre attention et merci aussi aux speakers pour ces échanges qui étaient intéressants. Merci à tous. Merci.